J'invite le dernier intervenant de cette matinée, Monsieur Éric Gubel, conservateur en chef des musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, que j'ai l'honneur d'accueillir ici à Paris et qui va nous parler du rôle de Sidon dans l'archéologie de l'époque ottomane. Monsieur Gubel est un grand spécialiste de l'art et de l'archéologie phénicien. Je l'invite donc à prendre la parole. Merci. La période qui nous occupe aujourd'hui comporte au fait 3 volets. Dans le premier, alimenté ailleurs sur la côte phénicienne par des récits de voyageurs européens, n'est hélas d'un maigre recours en ce qui concerne Saïda, ville en ruine depuis longtemps. Tous les voyageurs sont en admiration, par contre, devant l'opulence de ces jardins et vergers, sans se rendre compte des richesses archéologiques que comportait leur sous-sol. En quittant la ville toutefois, Richard Pocock nota quelques sépultures rupestres dans les collines entourant la ville, plusieurs adorned with beautiful pilasters, donc des colonnes décorées. Il ne fallait pas plus pour enflammer la curiosité de l'une de ses plus fougeuses lectrices, qu'on retrouvera d'ailleurs installée à Djoun, dans le Chouf libanais, à une quinzaine de kilomètres seulement de Saïda. Il est inutile d'ajouter ici que le décor et l'époque à laquelle se déroule l'automne de cet avatar de la châtelaine du Liban, de Pierre Benoît, ont été brillamment brossés par Amin Malouf dans son roman « Le rocher de Tanios ». Ostracisée plus tard comme une folle excentrique par Ernest Renan à cause du fait qu'elle avait ordonné de briser une statue antique en 1000 morceaux à la suite de ses fouilles à Ashkelon en 1815, Lady Hester Lucy Stanhope ne peut guère être inculpée d'avoir vandalisé le sarcophage anthropoïde que le docteur Gaillardeau retrouvera en 1861 à Magarat Tabloun, comme nous l'avons déjà signalé dans le catalogue de la sculpture de tradition phénicienne du musée du Louvre. Ses propres prospections dans le territoire sidonien près de Der Marelias, sa demeure à Djoun, comprenait plutôt les hypogées hellénistiques de Hélali et Baramié et d'autres tombes rupestres dont un plan nous est parvenu grâce à son biographe Charles Lewis Merriam et le voyageur William John Banks, personnage haut en couleur dont la carrière s'est terminée suite à une affaire avec son jardinier. Mais enfin, bon, ça c'est une autre histoire. Sachant sa prédilection pour les antiquités, l'émir Bachir Shahab, le deuxième de ce nom, lui avait offert l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'art pharaonique jamais trouvé dans le sol libanais et qu'elle conservait jalousement jusqu'à sa mort. Il est resté inédit jusqu'à ce jour, mais ayant retrouvé cette sculpture dans une collection écossaise après de multiples avatars, je le présenterai à Beyrouth ici quelques semaines en guise de réhabilitation de Lady Hester Lucy Stanhope. Dès le début du règne d'Abdul-Mejid Ier, plusieurs membres de la famille Abella de Saïda, qui garderont des statuts diplomatiques jusqu'en 1914, inaugurent l'ère des consuls, deuxième volet de ce survol historique. Nachlé, l'un des 9 fils de Youssef Abella, est qualifié de secret holder de Lady Hester Stanhope selon les archives familiales et aurait publié sa biographie en 2 volumes, demeurant introuvable jusqu'à ce jour. Son fils Yacoub Abella, consul britannique à Saïda, aurait fait des démarches à la demande d'un certain Lord Dufresne
afin de faciliter l'installation de la mission d'Ernest Renan à Saïda. Il était aussi assisté au consulat par son frère Prince Habib, lui consul d'Espagne de 1844 à 1873, puis de la Grande-Bretagne jusqu'en 1883. Comme mes collègues Françoise et Hélène l'ont signalé tout à l'heure, il avait en vain essayé de revendiquer les droits de propriété qu'Alphonse du Rigolo se fit confirmer. Auguste Parent, non pas un collectionneur français, mais belge, était l'héritier de la fortune considérable de son père Basile, fondateur de la société Parent et Schaken et pionnier de la première ligne de chemin de fer sur le continent européen entre Bruxelles et Malines. Châtelain de Praonville, actuellement intégré dans le campus Parenville de l'Université libre à Charleroi, Papa Parent fut en bonne relation avec Napoléon III et avec l'impératrice Eugénie, ce qui facilitait sans doute l'expansion de ses entreprises ferroviaires en France à partir de sa modeste demeure parisienne, sise numéro 1, place Vendôme. Auguste reprendra les affaires de son père, menant une vie de mécène et de collectionneur, et sa présence à Sidon entre à peu près 1861 et 1865, donc lors de la mission de Phénicie confiée à Ernest Renan par Napoléon III, pourrait fort bien s'expliquer par l'expansion projetée du réseau ferroviaire dans l'Empire ottoman. C'est sans doute Félix de Saulcy qui l'introduisit auprès d'Ernest Renan et du docteur Gaillardeau. C'est encore Saulcy qui l'invita à établir le musée Parent dans la rue Chateaubriand à Paris en 1877, qui fera malheureusement naufrage l'année par après, suite aux dettes engendrées par l'échouement d'un projet ferroviaire en Espagne. 3 pièces conservées depuis lors au Louvre restent les seuls témoignages d'un cabinet d'antiquité admiré par Frener et d'autres érudits de l'époque. Pendant le séjour libanais de mon compatriote Parent, Louis de Clercq, propriétaire de l'une des plus vastes collections d'antiquités levantines jamais rassemblées, rachète des centaines de pièces archéologiques, dont plusieurs de Sidon, à Napoléon Perretier, dont il a déjà été question tout à l'heure. Il a été question aussi du soi-disant baron Tinko Liklama à Neyholt, d'origine frissonne, qui était au fait un voyageur intrépide et était connu sous le nom le roi du bal masqué à la Côte d'Azur. Il avait un secrétaire d'origine belge, Ernest Massenot, qui a publié un article à distribution extrêmement discrète dont ma collègue Elisabeth Fanton vous a déjà parlé. Et ce qui est important dans leur foufouille, là, qui ont livré 3 magnifiques sarcophages en pierre antérieure à l'ère chrétienne et même romaine ou grecque, dans cette phrase-là, c'est au fait Alphonse du Rigolo, le spécialiste, qui parle. Les sarcophages d'époque paléochrétienne, bon, ce sont les sarcophages en plan que vous voyez là. Les sarcophages romains, bon, on savait qu'ils étaient décorés de reliefs, mais les Phéniciens, c'était un sarcophage anthropoïde qui, Elisabeth vous l'a dit, ne sont jamais arrivés au musée de la Castre à Cannes, suite à la nouvelle législation. À mon avis, ils sont entrés dans l'une de 3 collections libanaises et sont restés au pays. En 1881, Charles Clermont-Ganneau se vit confisquer un soubassement de taille impressionnante trouvé dans les faubourgs de Saïda par le gouverneur de la ville.
Cet élément architectonique entra néanmoins au Louvre 10 ans par après grâce à Joseph-Ange Dury-Gaillot, et on serait tenté d'attribuer cette découverte à son père, étant donné que ses activités à Bustan es-Cheikh ne sont attestées qu'à partir de 1901 et que le site passe pour une fondation ex novo de l'époque néo-babylonienne dans la littérature archéologique. À tort, comme on le verra d'ici peu. Le décor, une frise d'Urei flanquée d'un faucon, dans lequel nous reconnaissons volontiers le dieu Horon, exprime la notion de la protection divine de la famille royale égyptienne comme sidonienne, concept idéologique maintenu jusqu'à l'aube du premier millénaire. En 1887, le révérend père presbytérien Dr William Eddy découvrit la nécropole d'Aya, découverte publicitée par le London Times dans un appel du Dr William Wright to take immediate measures to secure these treasures and prevent their falling into the hands of the Vandal Turk. Ça, c'est assez fort hein, comme science-diction. Aussi, mon bien-aimé Osman Hamdi Bey, grand érudit formé en France pour sa peinture, répliqua I'll show you what a Vandal Turk can do, pour s'embarquer immédiatement pour Saïda, où ces fouilles de la nécropole royale entrèrent dans l'histoire contée déjà par mes collègues. C'est bien connu que la dépouille du roi Tabnit de Sidon était partiellement conservée grâce au liquide d'embaumement d'origine. Un fait méconnu, c'est que le docteur Shebli Abella exécuta une autopsie préliminaire du crâne royal pour constater que le défunt souffrait de la petite variole. Héros de guerre, médecin renommé, consul américain puis britannique à Saïda, on lui connaissait une passion pour l'archéologie sans toutefois pouvoir préciser la nature précise des pièces de sa collection. Excusez-moi. C'est dans notre propre musée que j'ai retrouvé une épitaphe de Saïda au nom d'un certain Abed Melek, défunt, dont le nom est greffé sur le phénicien Abdi Milk, c'est-à-dire serviteur, voire même ministre du roi, dérivé lui-même de l'acadien Abdi Milki. Mais revenons brièvement sur ce brave William Eddy, découvreur de la nécropole d'Aya, dont la correspondance avec son frère Condit, comme celle avec son collègue Samuel Jessup, c'est lui qui fit connaître les protomées de Saïda à Charles Clermont-Ganneau en 1900. Cette correspondance comporte un précieux renseignement sous la forme d'un dessin représentant un sceau phénicien trouvé près de la tombe de Tabnit la nuit même de l'arrivée d'Osman Hamdi Bey par le missionnaire. Il passa ensuite dans la collection de son fils William Bill Eddy, élevé au collège des garçons de Saïda, bâtisse appartenant à la famille Abella, et grand arabophone, un talent qui allait jouer un rôle crucial dans les rapports entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, de la création d'Aramco et celle du Central Intelligence Agency. Il se trouve en Californie dans une collection, hélas, trop privée et inaccessible aux chercheurs. Dommage, parce que l'iconographie de ce scarabée est l'un des éléments clés pour identifier un groupe de coupes en métal, ainsi que des dizaines d'ivoires, également du 8e siècle, comme spécifiquement sidonienne. Excusez-moi. Un an après la découverte des protomées du College Site de Sidon, récemment repatrié au Liban,
Edmond Murigello rapporta la découverte de plusieurs inscriptions phéniciennes à Boston-et-Cher, comme Elisabeth vous a dit dans le journal beyroutain Lisan al-Hal, dont 2 avaient déjà parti pour l'Europe, d'autres donnés au musée impérial de la Sublime Porte. Cette nouvelle amena Théodore Macready Bey à Saïda pour entreprendre des fouilles à Boston-et-Cher, site du temple d'Eshmoun. Des fragments d'un mosaïque en verre dégagé par Macready, dont le décor géométrique rappelant la stylisation de la montagne dans l'art phénicien du 8e siècle, ne tardèrent pas à rejoindre la collection du professeur Charles Story à New Haven, Connecticut. Dans le rapport de sa visite aux fouilles de Macready, ce sémitisant, professeur à l'université de Yale, publia en plus une photo des terres dégagées que je vous montre ici en dépit de la qualité déplorable. Reproduit dans un journal ayant échappé à l'attention des archéologues, la photo illustre un mélange de céramiques de plusieurs époques, y compris même du bronze récent et du fer 1 et 2 dégagés lors des fouilles du temple. Elles attendent encore une étude suivie concentrée sur les vestiges pré-perses, passés inaperçus jusqu'à présent, mais remontant l'histoire de l'occupation du site de plusieurs siècles antédatant la fondation présumée à l'époque babylonienne. À Istanbul, j'ai retrouvé également des fragments de masques des fouilles de Macready d'un type bien attesté à Sidon, comme à Amrit, où des divinités sidoniennes telles à Neshmoun étaient vénérées. Il y a lieu de penser ici à un Baal Markot, dieu de la danse, assimilé au Dionysos grec, dont plusieurs exemplaires allaient rejoindre plus tard la collection de René Dussault, autre archéologue français associé aux activités archéologiques à Sidon. Hormis la céramique et la choroplatie, le matériel dégagé par Macready est à exploiter convenablement, dans l'avenir, comporte également un scarabée illustrant le rôle des ateliers sigillaires sidoniens dans la production de sceaux répandus à travers le bassin méditerranéen dès la fin du 7e siècle. Rappelons enfin qu'après ces fouilles au temple d'Eshmoun, Macready Bey entamait en 1903 les fouilles de Tel Rachidiyeh au sud de Tyr, où le matériel abondant des tombes fut plus tard à l'origine de la première typologie de la céramique phénicienne du fer 2. Pour ma part, je n'exclus pas que l'intérêt de ce site lui fut soufflé à l'oreille par un des membres d'une autre famille qu'on n'a pas encore mentionnée dans ce survol. Quoique liée dans la littérature scientifique aux découvertes archéologiques de Tyr et d'Oumélamet, la famille Farah doit être mentionnée ici, puisque d'origine sidonienne. Les collections des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles conservent une correspondance bien fournie entre mon célèbre prédécesseur Frans Cumont et M. Ferdinand Farah. Elle détaille des livraisons successives de verreries de tombes hellénistiques de Saïda entre 1899 et 1907 et restées à peine étudiées, ainsi de quelques sarcophages en plan tardo-romain et de figurines. Un cippe de Sidon, jadis dans la collection de Choukri à Bella, que j'ai retrouvé au musée privé de Pepe Abet à Byblos, représente, et là il faut me croire sur parole, la barque professionnelle de Sokaris, dieu de la nécropole memphite en Égypte. Pour aussi maladroite qu'elle soit, une telle copie suppose une connaissance approfondie du culte égyptien. C'est également ce type de barque, appelé Hénou, qui avait déjà inspiré un graveur lapidaire sidonien du 8e siècle, qui avait remplacé la cabine de Sokaris par un naïskos de type sidonien. On peut donc considérer ce cippe comme un exemple parlant
de la redécouverte de l'iconographie ancestrale de style égyptisant affichée par les ateliers de Sidon à l'époque perse. Bon, 2 vases en cuivre, dont l'un portant le nom du pharaon Amasis II, ainsi qu'un cistre jadis dans la collection de Choukri Abella, puis dans celle d'un certain commandant Cap de Gel, proviendraient d'une grotte située au sud-est de Sidon. Comme le premier est décédé en 1923, Magara Tabloun semble le mieux correspondre aux données archéologiques et biographiques dont nous disposons, à défaut de mention de grottes dans les environs de Nebi Saïdoun, au sud de la métropole. Un troisième objet en métal précieux, faisant partie de la collection du même Choukri Abella, m'a été signalé récemment et j'espère pouvoir l'examiner cet été au Liban. Entre-temps, la préparation de cette communication a permis de retrouver une autre pièce lui appartenant, mais la personnalité du commandant reste encore très floue. Un dernier mot maintenant sur l'importance des objets phéniciens mis au jour à l'époque ottomane. Comme on l'a déjà signalé, la diptyque sidonienne est un médium fort intéressant qui permet de faire la distinction entre les courants égyptisants et orientaux du 8e siècle, illustrés en haut, et les motifs empruntés à l'art grec, illustrés en bas, avec au centre un scarabée que ma collègue Claude Daumet vient de découvrir lors de ses fouilles à Sidon. Plusieurs médias de l'art sidonien du 9e et 8e siècle reprennent le motif de 2 acolytes portant un sceptre à tête de bélier. Voilà. À l'époque perse, la même image devient l'emblème même de la nécropole qui reprend ce motif de l'époque archaïque pour afficher son ancienneté et sa fidélité à ses origines bien propres, malgré l'adoption de styles grécisants prépondérants à l'époque. C'est un cas unique sur la côte phénicienne. Un dernier exemple de ce retour à la source de la propagande sidonienne d'époque perse est le motif de l'anse estampillée d'une amphore sidonienne reprise 4 siècles plus tard dans les frappes monétaires de la métropole, la seule, de nouveau, sur la côte phénicienne, à jouir d'un statut semi-autonome sous l'égide achéménide. Voilà donc, et à titre d'exemple, un aspect de l'histoire des Sidons qu'on peut tirer d'une masse de matériel archéologique, le plus souvent dépourvu de leur contexte archéologique et dégagé au temps de l'époque ottomane. Enfin, quant aux fesses, ou, parlons sérieux, plutôt du tarbouchi, qui nous a suivis le long de cette intervention, je l'ai introduit comme logo, puisqu'il chapeaute de A à Z la période concernée. Préfigurant les réformes de l'ère tanzimate, le sultan Mahmoud, deuxième de ce nom, l'avait en effet présenté comme accoutrement intégral du costume officiel en 1829, jusqu'à son bannissement par Mustafa Kemal Atatürk en 1925. Reconnu comme haut lieu de la fabrication des tarbouches de qualité supérieure dans l'Empire ottoman, la famille des Hamdan de Saïda perpétua leur confection jusqu'il y a à peu près une vingtaine d'années. Mais grâce à un conseil avisé, le shop du musée du savon de Saïda produit depuis peu des bougies tarbouches en cire, dont j'ai le plaisir d'offrir un prototype en remerciant notre hôte pour ce colloque.